Le coup de Tocsin avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, évidemment cofondateur de Tocsin. On vous récupère. Il y a... Bon, moi, j'étais pas là, donc je peux même pas, peux pas critiquer. Mais visiblement, on avait un problème de réseau. Ah oui, Vous désolé. revenez sur le sujet. Alors, vous dites il y a de plus en plus d'argent pour de moins en moins de monde, finalement. C'est assez paradoxal. Et c'est comme ça que va notre société française. Oui, c'est l'actualité un peu. Il se passe en ce moment pas mal. On est en train de rebattre des nouveaux records. On est en train de ressortir définitivement du Covid pour revenir aux tendances qui précédaient et à cette espèce de folie financière. Et à commencer donc par le premier record qu'on a battu au troisième trimestre 2024. C'est que on a 320 billions de dollars de dettes dans le monde. Dettes publiques, privées, des entreprises, des ménages. Si on prend toutes ces dettes-là, la seule chose qu'on compte pas, ce sont les dettes financières, parce que là, on arrive à des montants sur lesquels il faut encore rajouter quelques zéros. Donc 320 billions de dollars, c'est-à-dire 320 000 milliards. Et donc on a toujours de plus en plus de dettes, ce qui est censé être quelque chose d'un petit peu étonnant, parce que quand vous montez les taux d'intérêt, qui est ce qui est arrivé dans notre système financier ces dernières années, vous êtes censé faire baisser les montants de dette, parce que quand l'argent coûte plus cher, on en achète moins, et si on en achète moins, il devrait y avoir moins de dettes. Et ça ne s'est pas du tout passé. Donc en fait, ce qu'on a fait dans le système financier pour normalement essayer de mettre un peu au pas cette finance devenue complètement folle n'a absolument pas marché, probablement à dessein. Et ce qui est étonnant, c'est donc dans le système qui est le nôtre, la dette, c'est de l'argent. On n'est pas en étalon or. Si vous voulez créer de la monnaie, il faut créer de la dette. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a de plus en plus d'argent dans le monde. Et effectivement, le problème, quand on regarde un petit peu, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent pour de moins en moins de monde. Mais ça se voit à absolument tous les niveaux. Rien que dans le sujet précédent, c'est-à-dire que vous le disiez vous-même, quand vous regardez les budgets de la Sécu, on trouve qu'il n'y a plus d'argent pour rembourser certains médicaments et traitements très lourds, mais en revanche, on préconise d'avoir de l'argent sans compter pour les transitions de genre et d'autres pathologies. Pardon, c'est pas une pathologie, excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on voit là à un niveau extrêmement macro, extrêmement précis, en fait, se retrouve à des niveaux beaucoup plus importants et à très grande échelle. Et on peut, donc il y a de plus en plus d'argent pour de moins en moins de monde. On le voit à trois niveaux. On le voit déjà au niveau des États. C'est-à-dire que cet argent qui est créé sous l'impulsion des États-Unis ne touche pas les États des pays en voie de développement, qui eux sont en train de s'enliser dans la crise. On est un peu en train de revenir à des discussions qu'on avait dans les années 80, et que depuis 2 ans, selon la Banque mondiale, les pays en voie de développement déboursent davantage d'argent pour rembourser les intérêts de leurs dettes qu'ils ne reçoivent de nouveaux crédits. Et donc en 2023, on a 1400 milliards de dollars en intérêts qui sont payés par les pays en voie de développement, ce qui est une somme monumentale, ce qui fait qu'en fait, selon la Banque mondiale, on a aujourd'hui un peu plus de 3 milliards de personnes qui vivent dans des États qui payent davantage d'argent pour payer le service de leur dette que leur système éducatif. Et ça, c'est le résultat du double effet qui se coule qu'on a eu avec le Covid, où tout le monde s'est mis à s'endetter sans vraiment y réfléchir. Et derrière, la hausse des taux, qui fait que cette dette s'est mise à coûter de plus en plus cher. Donc, on a cette différenciation. Cette différenciation qu'on voit au niveau des États, on la voit aussi au niveau de la population française. L'INSEE a publié très récemment son portrait social de la France, pour voir un petit peu les effets de l'inflation et des différentes réformes fiscales et sociales en 2023. Et donc, l'INSEE observe que l'inflation et donc les réformes fiscales et sociales ont coûté 290 euros aux ménages les plus modestes, aux 30% les plus modestes, mais ont rapporté en moyenne 170 euros aux ménages les plus aisés. Ce qui est censé être à l'inverse de la politique redistributive en France. Et évidemment, donc les politiques fiscales et sociales n'ont pas réussi
à annuler l'effet de l'inflation. C'est quelque chose, on l'a dit assez souvent sur cette chaîne, mais il faut le répéter. L'inflation, c'est véritablement touche les populations les plus pauvres en premier et de manière massive, pour des raisons assez simples. C'est que généralement, l'inflation va toucher les prix de l'énergie et de l'alimentation d'abord, et ce sont des postes qui coûtent qui ont beaucoup plus de poids dans les ménages les plus modestes. Et ça se voit aussi. On le voit absolument à tous les étages. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'Elon Musk est devenu le premier milliardaire à avoir atteint une fortune de 400 milliards de dollars. Bon, Bernard Arnault, lui, il ne pèse plus que 171 milliards de dollars. Mais on voit en tout cas derrière ces quelques dizaines d'individus qui pèsent plus que des États. On a aujourd'hui la constitution d'une classe. Ce qui est souvent intéressant, c'est de regarder celle des centimillionnaires, les gens qui possèdent plus de 100 millions d'euros, qui littéralement, le nombre de centimillionnaires dans le monde explose, en particulier aux États-Unis. Et le problème, c'est que la croissance de ces fortunes est que très rarement liée au succès de leur entreprise, mais c'est principalement lié à la captation de l'argent de la planche à billets. C'est extrêmement important ça, parce que si vous dites, bon, ben, vous avez une partie de la population qui s'enrichit parce qu'elle propose des services, elle crée des entreprises et elles apportent un service à la société, a priori, il n'y a pas de problème, et au contraire, il faudrait qu'on l'encourage. Sauf que ce qu'on observe, c'est que cet argent vient beaucoup plus de la planche à billets. Et c'est pour ça que c'était très important de commencer par dire, mais en fait, il y a toujours de plus en plus d'argent. On n'arrive pas à boucler notre budget, on a l'impression que pour nous, il n'y a plus d'argent, mais en fait, si on regarde les masses, il y en a toujours de plus en plus. Il y en a de plus en plus pour les riches, il y en a de plus en plus aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de concentrer les flux monétaires de manière très forte. Euh, et on peut voir, et pour ça, on peut voir qu'aujourd'hui, vous avez une création monétaire qui dépasse celle de la création de valeur par ce qu'on appelle l'indicateur Buffett, le Buffett Indicator, qui est un indicateur qui a été popularisé donc, par l'investisseur Warren Buffett, qui compare les capitalisations boursières, c'est-à-dire la valeur des grandes entreprises, alors en l'occurrence américaines, avec le PIB. Parce que, bah, évidemment, normalement, on devrait se dire que plus une entreprise crée de valeur, plus elle peut pouvoir valoir cher. Et donc, plus le PIB augmente, plus la valeur des entreprises augmente, et inversement. Parce que la valeur d'une entreprise, c'est jamais que l'anticipation des revenus futurs qu'elle va créer. Donc, si elle crée des revenus, elle crée du PIB. Donc, ça devrait varier ensemble. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Aux États-Unis, les 5000 plus grandes sociétés représentent aujourd'hui 207% du PIB. C'est en gros 2 fois plus que ce que ça devrait être. Et surtout, c'est un écart de valeur extrême par rapport aux conditions normales dans l'économie américaine. Et donc ça veut dire que la valeur des entreprises augmente beaucoup, beaucoup plus vite que celle des produits qu'elles vendent. Pourquoi? Parce que l'argent qui est créé par les banques centrales va se loger dans les marchés boursiers et va enrichir toute une partie de ceux qui touchent cet argent, mais ça les enrichit pas parce qu'on a créé de la valeur, puisqu'on n'a pas créé de la valeur, ça les enrichit en appauvrissant tous ceux qui n'ont pas reçu cet argent. C'est-à-dire que vous avez toujours les mêmes richesses dans le monde, sauf que comme vous avez donné plus d'argent à certains, ils vont pouvoir acheter davantage, et ceux qui n'auront pas touché d'argent auront touché moins. C'est très important de voir ce côté d'inégalité, parce que c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est fait sur le dos de ceux qui ne le touchent pas. Et donc, cet enrichissement ne peut se faire que parce qu'il y a appauvrissement à côté. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Oui, c'est les Euh, vases communicants en fait. ce sont des vases communicants. Et donc, quand on vient essayer de dissocier les deux, et de dire, ah mais non, mais il faut essayer de... il faut essayer d'aider les autres, mais il ne faut pas taper sur les gens qui réussissent. Ce en quoi je suis d'accord, il ne faut pas taper sur les gens qui réussissent, mais il faut voir d'où vient la source des enrichissements. Aujourd'hui, la source d'enrichissement de quelqu'un comme Bernard Arnault, c'est un petit peu son talent, et c'est énormément du capitalisme de copinage qui fait qu'il a accès à des sources d'argent auxquelles les autres n'ont pas accès. Et ça, c'est ça qu'il faut corriger. Oui. C'est ça qu'il faut corriger en premier. Le problème, c'est que c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire.
Et je vais terminer ma chronique là-dessus, c'est-à-dire que en parallèle de ça, on a eu un rapport de la Banque des règlements internationaux, la BRI, ce qu'on appelle parfois la Banque centrale des banques centrales. Et on a le chef économiste Claudio Borio de cette institution qui est en train de partir à la retraite et qui se lâche un peu, là, qui a fait son dernier rapport et qui, en présentant son rapport, a dit bah, écoutez, le plus gros problème qu'on a, pardon, je vais citer précisément ce qu'il dit, la trajectoire des dettes publiques représente la menace la plus sérieuse envers l'économie et la stabilité financière. Alors en France, on est assez bien placé pour savoir de quoi on parle en ce moment. Certes. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a pas, c'est pas que chez nous. On est éventuellement à un poste avancé, mais il faut bien comprendre que la situation française est une situation qui dépasse complètement notre politique nationale et qui est à prendre à bien plus grande échelle. Et notamment à bien plus grande échelle, c'est que pourquoi est-ce que la trajectoire des dettes publiques est en train de dévier totalement et de partir complètement en délire? Pareil, on n'oublie pas que la dépense publique, c'est pas pour construire des hôpitaux, des routes ou entretenir une police ou une armée. Aujourd'hui, la dépense publique, c'est de la redistribution. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire de la redistribution dans un pays comme la France? Parce que il n'y a pas suffisamment de sources de revenus par ailleurs. Ou alors, on n'accepte pas de vivre pauvre. C'est l'un ou l'autre. Mais surtout, c'est-à-dire que si on prétend conserver un certain niveau de vie, si l'État doit compenser, c'est parce qu'il n'y a pas assez de travail en France. Les gens ne travaillent pas assez, ou, et surtout pour être plus précis, le revenu du travail est trop faible par rapport au revenu du capital. Et ça, c'est pas que en France, c'est partout. Dans la répartition de la valeur ajoutée, et depuis assez longtemps, c'est pas quelque chose de récent, mais c'est quelque chose qui s'accumule, et donc au bout d'un moment, on a des problèmes. La répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, entre l'actionnaire et le salarié, est depuis presque 40 ans dégradée au profit du capital. Et du coup, les États s'endettent parce qu'ils sont obligés de compenser. Et donc, on a un véritable problème qui a une base monétaire et qu'on on donne trop d'argent à des gens qui ne le méritent pas et qu'on n'est absolument pas prêt d'arrêter ça. Je ne sais pas, François Bayrou plus que Michel Barnier qui vont y faire quoi que ce soit. C'est pas en Europe qu'on y fait quoi que ce soit. Oui. Et quand on est à ce stade-là, où le mal est monétaire, le message le plus important à faire passer, quand nous, on veut ne pas jouer à ce jeu qui est absolument destructeur, c'est de débancariser et d'avoir le plus possible une partie de son épargne qui soit indépendante de la monnaie de papier, que ce soit des euros, des dollars. Et ça signifie investir dans de l'or physique. C'est pas pour rien que l'or est à des niveaux très importants. D'investir dans du réel, dans de l'immobilier. Alors, il n'y a pas d'investissement parfait, mais Oui. vraiment de retourner aujourd'hui à des formes d'investissement qui permettent de sortir au moins en partie de cette folie financière, parce que on arrive à un stade où on ne sait pas quand ça va arriver. Et Claudio Borio le dit, je ne peux pas vous dire quand ça va arriver, Oui. mais il y a un moment où ça va mal se passer, et mal se passer, bah, c'est des crises d'hyperinflation. Ça peut revenir, hein, une crise d'hyperinflation en France, ça peut revenir assez vite. Et ça, il faut imaginer des économies de guerre. Ça fait quelques années on nous rappelle tous les jours qu'on vit en guerre. Et à un moment, ça peut aussi arriver en termes d'inflation. Oui. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. Je rappelle que vous êtes Merci, fondateur Clémence. de la lettre d'information L'investisseur sans costume. Et tout de suite, chers amis, on reçoit Alain